Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour mon Quoi neuf du mois d'août 2021. Alors déjà rendu au mois de septembre. C'est incroyable comment ça va vite. L'été a passé d'un claquement de doigts. C'est déjà la rentrée scolaire pour nous ici. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir une tonne de belles expériences ludiques à vous partager. Parce que c'est ça le but du segment Quoi de neuf. C'est justement de pouvoir vous parler rapidement en rafale d'un paquet de jeux de société. Et justement, c'est un segment aussi que j'aime beaucoup. Je le dis souvent, je le répète souvent, le throwback et le quoi de neuf, de pouvoir parler de jeux en rafale comme ça, c'est des segments que j'adore. Mais on va y aller immédiatement avec ma revue du mois d'août. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors, comme à l'habitude, je commence toujours avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois d'août, j'ai joué 26 parties de 20 jeux différents. Là-dedans, il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, j'ai pas joué énormément de parties, je dirais, comparé à d'autres mois, mais j'ai quand même eu la chance de jouer à énormément de jeux différents. Parce que principalement, et je dirais qu'une des raisons qui ont fait en sorte que je joue à beaucoup de jeux comme ça, c'était la deuxième édition de VinceCon. Alors, VinceCon, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu un petit événement que Vincent fait. Il invite des gens chez lui et c'est également une occasion pour moi de pouvoir voir Vincent, de pouvoir jouer avec lui parce que, vous le savez peut-être pas, mais les trois gars de l'école du jeu, on est à des endroits bien différents. On n'a pas l'occasion de se voir énormément souvent. On se parle beaucoup, mais je veux dire de pouvoir partager une partie, s'asseoir autour d'une table, c'est quelque chose qui arrive pas nécessairement fréquemment. Donc, la chance d'aller à VinceCon, en fait, justement, l'événement que Vincent fait, pour moi, ça a été un plaisir. Ça a été un très beau week-end ludique. D'ailleurs, je tiens à remercier les gens qui étaient présents. Bon, je sais, c'est pas une convention en bonne et due forme, là, mais les gens qui étaient là, j'ai apprécié partager des parties avec vous. C'était vraiment super. D'ailleurs, parlant de VinceCon, j'ai plusieurs expériences ludiques reliées à cet événement-là que je veux vous parler aujourd'hui. Je vais commencer immédiatement avec Terraforming Mars Ares Expedition. Alors Ares Expedition, j'ai déjà produit une vidéo sur le jeu. C'est un jeu dans l'univers, si on veut, là, de Terraforming Mars. Mais non, là je vais le dire immédiatement, si vous n'avez pas écouté ma vidéo, ce n'est pas une version légère de Terraforming Mars. Il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites avec Race for the Galaxy. Non, ce n'est pas un clone de Race for the Galaxy, à part la sélection d'actions, c'est deux jeux différents. Et je dirais que pour ma part, Ares Expedition a été vraiment un énorme succès parce que ça reprend l'essence du tableau building de Terraforming Mars, de faire des combines, de générer des ressources avec différentes choses, de pouvoir les utiliser avec des cartes, des combines, avec un système de sélection d'actions qu'on a déjà vu dans d'autres jeux comme, bon, entre autres Race for the Galaxy, mais aussi Puerto Rico. Du fait que tous les joueurs vont choisir une action, vont la révéler simultanément et toutes les actions qui ont été choisies par l'ensemble des joueurs vont avoir lieu. Si c'est nous qui avons sélectionné l'action, on va avoir un petit bonus. Ça fait en sorte que le jeu n'a pas de temps mort. Le jeu, on est constamment, c'est un jeu dynamique, on est constamment dans l'action. On n'aura pas de temps à attendre. Bon, je vais attendre de voir qu'est-ce que l'autre joueur va faire. C'est un jeu où on n'a aucun temps mort. Et pour moi, c'est vraiment un gros plus parce que, on se le cachera pas, Ares Expedition, c'est pas un jeu nécessairement rapide. C'est un jeu quand même d'1 heure et demie. La plupart de mes parties ont tous duré aux alentours de 1 heure facile, mais on voit pas le temps passer. En tout cas, moi, je vois pas le temps passer. C'est un jeu qui me garde en haleine du début à la fin. Un jeu qui est vraiment, vraiment dans mes cordes. Et un jeu quand même assez différent que Terraforming Mars. Parce que oui, la comparaison se fait, c'est normal. Écoute, c'est la même franchise. Il y a beaucoup d'idées qui reviennent d'un et l'autre. Mais pour ma part, je suis vraiment content. Terraforming Mars, qui est comme une espèce de grosse expérience de jeu que je vais habituellement jouer à 2 joueurs. La plupart du temps, c'est vraiment mon player count favori pour ce jeu-là. Ares Expedition, je trouve le fun avec plus de monde. Là, c'est facile de sortir avec 4 joueurs. Il est vraiment punchy, vraiment rapide. Et pour ma part, Ares Expedition, vraiment un énorme succès pour moi. Je continue avec un autre petit jeu que j'ai joué à VinceCon qui est Juicy Fruits. Alors Juicy Fruits est un jeu qui, bon, visuellement très très agréable, on s'entend, des belles grosses ressources de petits fruits, mais ce qui m'intéressait beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de la compagnie Capstone Games. Capstone Games qui est reconnu pour faire des jeux qui sont très intéressants, des jeux qui peuvent être très accessibles, mais également des jeux avec un bon fond. Et lorsque j'ai vu l'idée derrière Juicy Fruits, qui était de collectionner des fruits, pouvoir remplir des commandes, des choses comme ça, mais le système de placement qu'on faisait pour pouvoir générer ces ressources-là sur notre plateau. On a un plateau avec différentes cases, et là, certaines cases vont être bloquées, et
pour récolter nos ressources, on doit prendre une tuile et la glisser, donc la déplacer en ligne droite. Et là, plus de cases qu'on va faire et plus on va pouvoir retirer de ressources. Donc, on doit essayer de gérer l'espace sur notre plateau de jeu. On doit essayer de le déplacer. C'est une espèce de petit casse-tête intéressant. J'ai trouvé que ce concept-là, cette idée-là du jeu était vraiment géniale. Mais le reste du jeu, je l'ai trouvé pas mauvais parce que c'est bien pensé, mais ma partie à 4 joueurs, je trouvais ça long. Je trouvais ça long comme partie parce que mes tours étaient déjà prévus à l'avance et c'est pas nécessairement la table joue quand même assez rapidement. C'est pas une question de ça, c'est une question que j'ai trouvé qu'il manquait de quelque chose. Parce que l'idée de déplacer les tuiles pour générer des ressources, c'est vraiment super. C'est quelque chose que j'ai vraiment énormément aimé dans ce jeu-là. Mais remplir les commandes, placer les tuiles comme ça, prendre des choses, on peut sûrement extraire du jus, donc payer des ressources pour avancer sur une autre track. Je trouvais que ça diluait un peu le jeu, ça faisait en sorte que on passait beaucoup de tours à préparer nos coups, donc je passais 4-5 tours à dire ok, je vais préparer ce coup-là, bon parfait, excellent, je le fais, mais j'étais toujours 3 tours à l'avance, puis je trouvais ça plate un peu justement que j'attendais juste mon tour pour générer ça, il n'y avait pas vraiment de tension avec les autres joueurs. Donc Juicy Fruit, malheureusement un bon concept, mais qui tombe un peu à l'eau pour moi. Je continue avec un jeu, et là vous savez, bon, l'esthétisme, le visuel d'un jeu est pour beaucoup. Donc je suis pas nécessairement fermé à l'idée d'un jeu moins beau, certains jeux très beaux sont pas nécessairement bons, donc je peux faire la différence entre les deux. Mais lorsque je me suis fait proposer comme premier jeu de jouer à Quo Vadis, j'ai eu un gros point d'interrogation dans le visage, parce que j'ai vu la boîte, vous allez voir là, hein? Regardez l'image, c'est pas très attrayant. C'est un jeu qui date de 91, et le plateau, vous allez voir, les images, pas très attrayant non plus. Donc, quand on le regarde, ça a l'air incroyablement fade, ça a l'air de rien, absolument rien. Quo Vadis est un jeu de négociation pure. Et j'ai vraiment aimé ma partie. Donc, on a joué avec beaucoup de joueurs, c'est certain. C'est pas un jeu qui va jouer avec deux ou trois joueurs, oubliez ça. C'est vraiment un jeu qui prend une table complète avec ça. On était 5. Je pense que le jeu se joue vraiment mieux à 5. Ça là-dessus, c'est vraiment... mais c'est parce que c'est un jeu de négociation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Quo Vadis? On va devoir tenter de marquer le plus de points de victoire. Surprise! Mais pour ce faire, on va devoir justement avancer de salle. Et là, c'est une espèce de concept de Senna où il y a différentes pièces et là, on va avoir des marqueurs qu'on va placer. Donc, comme action, on peut soit placer un marqueur dans une des chambres du bas, s'il y a de la place disponible, ou essayer d'avancer. Et là, pour avancer d'une salle à l'autre, on va devoir avoir la majorité des votes dans cette pièce-là. Donc, si jamais il y a 3 cases et je suis là et un autre joueur est là, je vais devoir essayer d'attirer son vote en tant que tel. Ou simplement, éventuellement, d'amener un autre pion. De cette façon-là, j'en ai 2, il y en a un. Donc, le vote, parfait, excellent, je me laisse passer. Mais là, lorsqu'on va voter avec les autres joueurs, on va devoir essayer de négocier avec des points de victoire, des faveurs futures, un paquet de choses comme ça. Ce qui rend le jeu intéressant, c'est que lorsqu'on aide un joueur, on a également des points de victoire, donc ça va nous aider pour ça. Et là, certaines pièces qu'on va avancer, certaines salles du Sénat, vont nous donner des bonus également de points de victoire qui vont varier tout au courant de la partie. La twist intéressante, c'est que pour pouvoir participer au scoring final, parce que la partie se termine lorsque les 5 places au Sénat final, donc la dernière pièce en haut, lorsque les 5 sièges sont remplis, la partie va se terminer. Et si un joueur n'a pas aucun siège au Sénat, il est complètement éliminé. Donc même s'il a le plus de points de victoire, il va être retiré complètement de la partie. Donc il faut réussir à avoir des points de victoire, essayer de réussir à faire sa place au Sénat également, tout en gardant des bonnes relations avec les autres joueurs. Parce qu'à un moment donné, plus on avance et plus ça devient difficile et plus on doit prendre notre temps pour avancer nos petits marqueurs. On peut également bloquer les joueurs. Donc, si jamais il y a une salle qui a juste 3 places puis que c'est la seule salle qui peut se rendre, ben, on peut bloquer l'espace en y allant pas. Mais le fait de pas y aller va faire en sorte qu'on progressera pas non plus. Donc, c'est un jeu qui, avec une simplicité incroyable, un design absolument affreux, réussit à faire exactement ce qu'il doit faire, un jeu de négociation pure, et j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie. Donc ça a été vraiment une belle partie, c'est un jeu qui m'a vraiment surpris, une de mes belles surprises ludiques. C'est pas nécessairement un jeu que je vais chercher à acquérir parce que je ne joue pas souvent à 5 joueurs, mais si jamais quelqu'un me propose une partie de Quo Vadis et qu'on est 5 joueurs, que ce soit en convention, que ce soit avec un événement ludique, des choses comme ça, c'est certain que je vais dire oui parce que j'ai vraiment été impressionné par ce jeu-là. Je continue avec un jeu qui s'appelle, que j'ai déjà parlé sur la chaîne, hein, je pense que j'en parlerai pas nécessairement longtemps, Imperium Classic. Bon, j'avais déjà testé la version Legend, j'ai reçu la version classique, j'ai pu jouer quelques factions depuis ce temps-là également. Imperium, vraiment un de mes énormes coups de cœur de l'année. Je pense que ça puis Ares Expedition sont vraiment les deux jeux qui se démarquent pour moi à venir jusqu'à date cette année. C'est certain, c'est des jeux qui ont écrit Sylvain en gros dessus parce que c'est des jeux de combine, des jeux de gestion de cartes qu'on va devoir essayer de tableau building, des choses comme ça. C'est tout des petits
cordes, des petites ficelles qu'on tire que j'adore. Imperium, un jeu qui est excellent. Et je suis content d'avoir la version Legend, la version classique. Demandez-moi pas laquelle qui est la meilleure. Les deux sont aussi bonnes. Je pense que c'est vraiment pour rajouter plus de variété. Je continue avec un jeu qui, à ma grande surprise, la dernière fois que j'avais joué à ce jeu-là, c'était à VinceCon, lorsqu'on avait fait une édition un peu avant la pandémie en 2020. C'est le jeu Race for the Galaxy. Alors, Race for the Galaxy est un jeu vraiment, vraiment génial. Vous ne connaissez pas ce jeu-là, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Vous devez connaître là, ces petits frères qui ont fait avec la suite Roll for the Galaxy, New Frontier, Jump Drive, tous des jeux dans le même univers, mais Race for the Galaxy est à mon avis le meilleur. C'est un engine building sur le speed, donc vraiment ça a grosse caféine. C'est un jeu qui est très rapide et avec un système de sélection d'action un peu comme Race Expedition, reprenez là, comme concept, mais les joueurs vont tous sélectionner une action, on va la révéler et là les actions qui ont été choisies par les joueurs vont avoir lieu. On a un petit bonus. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui se joue en à peu près une demi-heure. C'est vraiment un engine builder rapide. On va construire un tableau, on va se construire un moteur, on va essayer de trouver des cartes qui vont aller bien, essayer de creuser dans le deck de cartes. Et là, c'est des cartes qui vont servir à plusieurs usages, ils vont servir de ressources, ils vont s'en servir aussi comme monnaie d'échange pour payer. Mais ce qui est drôle, c'est que ce jeu-là, à chaque fois qu'on est à VinceCon, on finit par y jouer aux alentours de 2 heures du matin. Et pourtant, c'est un jeu qui, à l'origine, j'aimais pas ça l'enseigner, mais là, je pense que c'est rendu assez un peu plus naturel parce que le jeu a une iconographie très, très forte. Donc, c'est vraiment, quand on comprend les icônes, le jeu est tellement fluide, mais la première fois qu'on voit toutes les icônes, on est comme, wow, OK, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un jeu très simple. Et c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. D'ailleurs, il figurait dans mon top dans une position assez élevée. Je continue avec la fin de soirée, hein, vous savez, les fins de soirée de même, des fois on va sortir des jeux, mais là, j'avais la chance de pouvoir jouer avec Pierre Poisson, qui est vraiment une référence ludique au Québec, et Pierre a toujours un paquet de jeux, et là, Pierre m'a présenté un jeu le soir, il était rendu assez tard, mais c'est un jeu qui a gagné plusieurs prix, il a gagné le Spiel, il a gagné l'As d'or également, on a joué à Roule à pic. OK, c'était le Kinderspiel, c'est un jeu relativement léger et c'est un petit jeu un peu niaiseux. Donc oui, c'est certain, c'est un jeu familial, c'est un jeu beaucoup plus comme ça, mais on cherchait à quoi jouer et là, on a finalement sorti ça. On a eu du plaisir. C'était un petit jeu de course où on a une espèce de petite balle avec des petits morceaux en velcro et là, il faut faire rouler la balle pour pouvoir prendre des morceaux, pour pouvoir avancer. C'est ben niaiseux comme jeu, mais ça fait drôle justement d'avoir le petit préambule, d'avoir un jeu comme ça, un petit jeu sympathique, très familial. Je pense que c'est le genre de jeu que je pense que je ferai même pas l'acquisition parce que j'ai l'impression que mes enfants aimeraient trop ce jeu-là puis je finirais par me tanner assez vite. Ça reste cute, ça reste bien pensé, petit matériel, tout le fun de rouler la balle, mais c'est pas mal ça. Je pense que mes enfants aimeraient ça probablement beaucoup plus que moi puis je finirais par me tanner assez vite. Ceci dit, j'ai quand même pu jouer à un jeu de renommée. Je continue avec un jeu qui est très important dans le VinceCon. C'est vraiment le jeu qui va se jouer à ça. C'est vraiment un jeu qui va se jouer dans les événements ludiques. C'est un jeu que je n'aurai jamais dans ma collection parce que jamais je vais y jouer à la maison avec les gens avec qui je joue. C'est Sidereal Confluence. Alors, Sidereal Confluence est un jeu que Vince adore et c'est un jeu que Vince a déjà présenté. Et c'est un jeu qui est vraiment, vraiment génial, plus qu'on est de joueurs. Et là, ça prend énormément de place, ça prend une table énorme pour pouvoir jouer à ça. Chaque joueur dans Sidereal Confluence va contrôler une faction, et chaque faction va avoir ses différentes machines, donc on va convertir des ressources. Donc ultimement, on convertit des cubes pour faire d'autres cubes, pour générer des points de victoire et des effets comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des cubes qu'on a besoin, on ne pourra pas les produire. Et là, on va devoir se relier avec les autres joueurs de manière ça. Et c'est un jeu, encore une fois, de négociation, parce que dans le jeu, il va y avoir une phase qui va être minutée de négociation. Donc tout le monde va pouvoir produire ses ressources. Ensuite, et c'est parti, on se lève debout, on essaye de vendre notre salade. J'ai besoin de 2 cubes bleus, je vais t'échanger un cube blanc, à taper, j'ai besoin d'un cube brun, ok, parfait, excellent. On peut échanger des choses comme ça et là, chaque faction a ses petites twists intéressantes. C'est un jeu qui est vraiment phénoménal. C'est vraiment une expérience ludique incroyable et c'est probablement le genre de jeu qu'à chaque fois, un peu, c'est un enseignement un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de petites choses. On va rechercher des technologies, on va faire ça, mais c'est un jeu qui gagne à être joué avec beaucoup de joueurs autour de la table. Une expérience incroyable, vraiment, vraiment le fun. Sidereal Confluence, un jeu où on va se lever de notre chaise, on va essayer de parler avec tout le monde, essayer de faire des deals avec tout le monde pour pouvoir générer le plus de ressources qu'on a besoin, faire des points, etc. Vraiment, vraiment super.
Je continue avec, bon, ça fait le tour de mon VinceCon, hein? Ben oui, et voilà, c'était un bel événement. Donc, juste pour faire un petit retour, encore une fois, merci énormément aux gens avec qui j'ai pu partager une partie. Ça a été vraiment, vraiment génial. J'ai apprécié mon événement. Merci Vincent. Merci énormément. C'est vraiment une belle occasion qu'on a de pouvoir se voir. On ne se voit pas assez souvent en vrai, en tant que tel. Et j'apprécie toujours partager des parties avec toi. Mais là, je continue avec mes autres jeux que j'ai joués tout au courant du mois. Et je vais y aller avec un petit jeu à 2 joueurs qui s'appelle Botanique. Alors, je sais que JP avait déjà fait une vidéo sur la chaîne sur le jeu. Alors, Botanique est un jeu à 2 joueurs uniquement qui vient de la série des jeux à 2 de Space Cowboys. Jaipur, il y a quelques petits jeux comme ça, des petites boîtes intéressantes. Et dans Botanique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un jeu de placement de tuiles. On va devoir créer une espèce de petit réseau pour pouvoir essayer de faire des points. Donc, on fait des points en prenant des tuiles qui vont être de même couleur, donc faire des zones de même couleur, mais également en ayant des fruits et des légumes, donc des petites fleurs aussi qu'on va faire pousser sur notre plateau. Et là, on va devoir placer nos tuyaux. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon de prendre les tuiles, parce que la plupart du temps, lorsqu'on va jouer à un jeu de tuiles, on va prendre nos tuiles, on va les placer sur notre plateau immédiatement. Mais là, le jeu se fait un peu en 2 temps, parce que au plateau central, il y a une section du centre et ensuite chaque joueur de son côté a sa petite zone. Lorsqu'on va prendre une tuile, on va pouvoir la placer soit dans la section centrale ou dans notre zone. Mais pour la placer dans notre zone, il faut absolument qu'elle partage soit la sorte ou soit la couleur avec une des tuiles centrales à la même place. Et la façon de pouvoir récupérer nos tuiles va être de changer cette tuile centrale-là. Donc lorsque le lien est brisé, parce que pour placer la tuile, il faut absolument qu'il y ait un lien de couleur ou de sorte, mais lorsqu'on va la placer après, on ne pourra pas la prendre. Et là, c'est en jouant une tuile ou que l'autre joueur joue une tuile par-dessus pour briser ce lien-là, ça va faire en sorte qu'on va prendre la tuile et la placer dans notre tableau de jeu de manière à faire notre petit circuit en tant que tel. Vraiment intéressant parce qu'on a vraiment besoin de regarder qu'est-ce que l'autre joueur va faire, parce que des fois on va libérer des tuiles pour lui, des fois on va libérer des tuiles qui sont pas nécessairement au bon moment pour lui, ça va être intéressant pour ça. Des fois il va y avoir des tuiles qu'on va vouloir tellement prendre mais qu'on ne peut absolument pas parce qu'elles ne partagent pas de couleur ou de sorte, et là on va devoir le placer au milieu parce qu'on le place dans la colonne centrale qu'on peut pas prendre, mais là l'autre joueur va avoir maintenant accès à ça, et ça fait vraiment en sorte que le jeu est vraiment intéressant. Ça reste un jeu à 2 joueurs, ça reste un petit jeu très rapide à jouer, très court, un bon petit puzzle comme je les aime, Botanique, un bon petit jeu. Je continue avec un autre jeu que j'ai joué au courant de cette même journée-là, c'est Codex Naturalis. Encore une fois, un autre jeu qu'on a présenté sur la chaîne. Codex Naturalis, c'est un jeu où on va devoir se faire, encore une fois, un tableau de cartes. Et là, certains icônes qu'on va avoir, on va prendre les cartes et on va tenter de devoir les jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que la manière qu'on va les placer, on va devoir recouvrir les coins. Et là, certaines cartes, on va pouvoir les placer, d'autres, on ne pourra pas en placer par-dessus. Donc, s'il n'y a pas un coin ouvert, on ne peut pas placer une carte par-dessus. Ça devient une espèce de petit casse-tête qu'on va faire pour tenter de pouvoir avoir des icônes qui vont être visibles. Ces icônes-là vont nous permettre de marquer des points de certaines façons avec certaines cartes qu'on va aller chercher. Un petit jeu très rapide, très sympathique. J'aime bien ce jeu-là. C'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais c'est un petit jeu de casse-tête qui passe très très bien. Je continue avec un jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué parce que quand je l'ai reçu, j'ai joué énormément. J'ai joué beaucoup en solo, j'ai joué à 2 joueurs aussi et j'avais pas ressorti ce jeu-là depuis un petit bout. C'est Red Rising. Alors Red Rising est un jeu de la compagnie Stonemaier Games. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce jeu-là auparavant. Mais c'est un jeu où on va essentiellement jouer des cartes pour se magasiner une main de fin de partie, parce que les cartes vont donner des points à la fin de la partie, mais souvent avec des conditions autres. Donc, c'est des cartes qui ont énormément de couleurs différentes. Je pense qu'il y a quelque chose comme 14 couleurs différentes de cartes, ce qui est assez difficile à gérer, puis il y a un gros paquet de cartes. Et chacune des cartes va avoir des effets indépendants, donc des habilités, mais aussi des habilités, comme je disais, des points de fin de partie. Donc, une carte, ça se pourrait qu'elle dise, ben écoutez, elle fait 10 points, puis à la fin de la partie, elle fait 5 points de plus pour chaque carte rouge que tu as dans ta main. Elle fait 20 points, mais tu peux faire des points supplémentaires si elle est associée avec une autre carte. Au même titre que la carte fait 30 points, mais tu perds 15 points si tu as une carte d'une autre couleur. Donc, on doit vraiment magasiner notre main et à chaque tour, on va jouer une carte, en prendre une autre, retirer des effets, des bénéfices, avoir des bonus également qu'on va faire sur différentes pistes. Il va y avoir une piste qui va monter d'influence, qu'on va devoir essayer d'avoir une majorité, une autre, la fleet track, qu'on va devoir monter, faire des points de victoire, on va pouvoir collecter des ressources également, de l'hélium, et là, c'est tous des petits éléments comme ça qui vont faire en sorte de nous donner des points. Ça reste un jeu qui, à première vue, est intimidant un peu parce que chacune des cartes a des effets différents, beaucoup de lecture sur les cartes. Certains que si vous êtes pas à l'aise en anglais, c'est un jeu que je suggère vraiment pas. Cependant, quand il va y avoir une version française, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que c'est très intéressant pour ça. Et ultimement, le jeu est tellement simple à expliquer. C'est vraiment les cartes qui font en sorte qu'ils complexifient un peu le jeu, mais un coup on a compris, là, ça devient très rapide et c'est vraiment un jeu très intéressant à jouer.
Je continue avec un petit jeu de figurines qui s'appelle Starkey the Quest. Starkey the Quest, c'est un jeu que j'ai pas l'occasion de sortir souvent, mais là, on a joué en fait une soirée à 3 joueurs. Parce que bon, Starkey the Quest, premièrement, c'est un jeu où on va devoir combattre les autres joueurs, mais également des monstres pour pouvoir compléter des objectifs, donc des missions. Le jeu vient avec un système de campagne qu'on va pouvoir faire évoluer nos personnages avec des pièces d'équipement, des choses comme ça. Mais c'est un jeu qui gagne toute sa saveur plus on est de joueurs. À 2 joueurs, c'est vraiment pas un genre de jeu, je pense que je recommanderais parce qu'il y a vraiment l'élément de pouvoir essayer de mettre des bâtons dans les roues aux autres en plaçant des ennemis, en envoyant des ennemis dessus, ou simplement les attaquant. Mais ça reste que c'est un beau petit chaos sympathique. Le jeu reprend essentiellement le même ADN que Arcadia Quest qui avait été fait avec un thème médiéval. C'est Arcadia Quest, pour sa part, prend un petit élément fantastique sci-fi, mais avec un paquet de petits clins d'œil. Donc, j'avais un personnage qui s'appelle Edge, qui ressemble drôlement à Blade, le personnage, le super-héros de Marvel. Et il y a un paquet de petits personnages comme ça. Il y a un clone de Duke Nukem, pratiquement. Il y a un paquet de petits clins d'œil comme ça, sympathiques. Ça reste un jeu le fun, on brasse des dés. Ça reste que c'est un jeu qu'il faut pas trop se prendre au sérieux. On va attaquer les autres, on va attaquer des monstres, on va essayer de faire des points comme ça, mais ça reste un petit jeu sympathique que j'apprécie beaucoup. Et je termine ma vidéo, mes expériences ludiques du mois, hein, parce que bon, je parle, mais avec un jeu qui a pris énormément de mon temps, de mon implication aussi, mais c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu dans l'univers de Warhammer. Quelle surprise! Alors, j'avais déjà joué à beaucoup de choses de Warhammer. J'avais déjà joué justement beaucoup à Warhammer 40 000, donc 40K, qui est le futuriste. Mais j'avais joué aussi à Warcry, qui est comme une version médiévale, si on veut, l'aspect médiéval, là, si on veut, de Warhammer. Mais Warcry était un petit jeu plus simple, un jeu skirmish qu'on appelle, donc un peu comme Kill Team, qui est la version skirmish de 40 000. Warcry est la version simple de Age of Sigmar, qui est l'espèce de gros jeu médiéval en tant que tel. Et oui, je suis tombé encore plus profondément dans les abysses de Warhammer parce que j'ai commencé à jouer à Age of Sigmar. Alors, comme je vous disais, Age of Sigmar est vraiment un analogue de Warhammer 40 000, mais en version un peu plus médiévale. Donc, on a de la magie, moins de technologie. Là. Il n'y a pas de gros fusils, bon, à part une faction de nains spéciaux, mais sinon, en gros, c'est vraiment plus un élément médiéval avec beaucoup plus de magie. Pour beaucoup de monde, ils vont penser qu'on peut être porté à croire que, écoutez, bon, ok, ça doit être relativement la même chose. C'est deux systèmes qui se ressemblent, mais qui ont quand même leurs différences. Et c'est ça qui est vraiment drôle avec ça. Je me disais, bon, je vais essayer, j'aime mieux l'univers, j'aime mieux le lore de Warhammer 40 000, les Space Marines, les choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose. Mais là, je me suis mis à me renseigner un peu, puis à voir un peu, puis je trouve que vraiment Age of Sigmar a un autre cachet très intéressant. Et oui, je vais jouer les deux systèmes de jeu. J'ai déjà commencé des armées d'ailleurs. J'ai eu l'occasion aussi, le plaisir de faire une partie, mais j'ai également eu beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à monter mes figurines. J'ai recommencé à peinturer aussi. Je me suis donné un petit peu de motivation pour peinturer et faire mes armées. Et là, c'est le fun aussi parce que, contrairement à beaucoup de jeux, bon, certains, c'est des jeux de lifestyle, c'est des jeux qui demandent une implication de temps, d'argent aussi, d'énergie, souvent, mais c'est des jeux qui sont très, très gratifiants là-dessus parce que je peux passer autant de temps à essayer de faire du theory building, donc fabriquer des armées, parce que de la façon que ça fonctionne, c'est que pour faire une armée, on a un certain nombre de points d'allouer, on a certaines divisions, donc on va avoir besoin de certains leaders, des unités de battle line qu'on appelle, donc des unités d'infanterie, et on va devoir fabriquer une armée comme ça avec différents points. Là, certaines unités, bon, cette unité-là, elle vaut 210 points, là, on fait une partie de 1000 points, mettons. Fait que là, il faut que je réussisse à me faire une armée avec ça comme ça. Mais on peut faire également des parties à 1500 ou 2000 points, donc c'est vraiment, on peut moduler comment on veut jouer. Et moi, pour ma part, ce que j'aime beaucoup de ces jeux-là, c'est que je ne joue pas de manière compétitive. J'irai pas faire des tournois, j'irai pas faire des grosses listes croustillantes que je vais trouver sur Internet pour essayer de battre l'adversaire à plat de couture. Pas du tout. Je vais avoir du plaisir avec mes amis. Je suis un joueur de Warhammer de cuisine et j'adore ça. Donc, je fais des listes qui sont amusantes, des listes que moi je vais aimer, avec des personnages que j'aime, donc des looks que j'aime même. Je vais pas nécessairement chercher à avoir la liste parfaite qui va battre tout le monde à plat de couture parce que non, je veux juste avoir du plaisir. Et là, je suis retombé justement dans ce nouvel univers-là. Et là, j'ai déjà une armée de prête, je suis en train d'en préparer une autre. J'aime ça, regarder les figurines, essayer de voir qu'est-ce que je pourrais rajouter à mon armée pour qu'elle soit plutôt cool. Donc, Warhammer et Age of Sigmar, vraiment un gros thumbs up. Je le rentre encore dans la même catégorie que tous les autres Warhammer, mais j'aime vraiment ça. J'aurais de la misère à dire quel système de jeu que je préfère parce que, comme je dis, ils sont tellement similaires, mais quelque peu différents. Et ça fait en sorte que je pense que j'aime ça, les jouer. D'ailleurs, je pense que je voudrais faire ça. Là, j'en parle tout le temps. Mais je me dis, il faudrait vraiment que je fasse une série de vidéos pour vous montrer l'univers de Warhammer parce que je sais que c'est intimidant comme univers. Je sais que c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Puis je réussirai pas à convaincre tout le monde de pouvoir dire, hey, écoute, tu vas aimer Warhammer. C'est vraiment pas pour tout le monde. Mais il y a beaucoup. Puis moi-même, j'étais comme ça. J'avais une espèce d'hésitation. J'avais comme
ah, ok, non, je touche pas à ça. C'est comme un peu, ah, on voit le monde, puis tu sais, des fois, on est comme intimidé un peu avec ça. Bon, on sait bien, tu sais, oui, c'est certain que l'accès à ça est assez difficile à cause des figurines qui sont coûteuses, mais c'est tellement un univers tellement riche, tellement incroyable, et c'était vraiment, vraiment agréable. Et je veux essayer de vous le présenter un peu, vous présenter les différents systèmes de jeu que Warhammer peut offrir, mais également l'aspect hobby du jeu, parce que oui, on doit fabriquer nos figurines, et j'étais tellement angoissé la première fois que j'ai dû monter une figurine, que j'ai coupé une figurine de la sprue, de la grappe, mais c'est tellement quelque chose d'agréable à faire. Disons, je passe du temps, j'écoute des petites vidéos, et c'est très zen de pouvoir peinturer aussi. Je pense qu'on tombe vraiment dans un autre univers. Un univers d'ailleurs que j'ai très envie de vous faire découvrir. Bon, ça fait donc le tour un peu de mes expériences ludiques parce que, écoute, on parle. C'est quelque chose que j'aime ça de ce segment-là, c'est que même quand mes collègues font leur quoi de neuf, je vais le mettre en background, je vais l'écouter en faisant d'autres choses. C'est le fun, c'est comme une espèce de presque un podcast et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément de pouvoir faire, de pouvoir vous partager mes expériences ludiques. D'ailleurs, si jamais il y a des jeux que j'ai parlé qui vous intéressent, gênez-vous pas, marquez-le dans les commentaires. Gênez-vous pas aussi de me dire vos avis sur les jeux, de me raconter votre mois ludique aussi. J'aime vraiment beaucoup ça, interagir avec vous. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup avec la communauté. Je trouve que c'est vraiment fantastique d'avoir une belle communauté comme ça, de gens qui interagissent. Ça motive également. Et si jamais vous voulez nous supporter également, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Vous allez voir dans la description de la vidéo pour avoir toutes les informations. D'ailleurs, parlant des Patreon, je tiens à remercier quelques supporters. Donc, merci vraiment du fond du cœur à Martin Saint-Pierre. D'ailleurs, j'ai bien aimé pouvoir jouer encore avec toi au VinceCon. Vincent Mesureur, Martin Dupuis, Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Miguel Piette, aussi Miguel, j'ai vraiment aimé pouvoir jouer avec toi enfin. Jessica Hébert-Mathieu, avec qui aussi j'ai partagé quelques parties. Marie Jolivet, Jonathan Lecarpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Robert Savard. Je tiens à vous remercier du support que vous nous faites. Donc, c'est vraiment agréable de voir justement l'aspect de la communauté comme ça, puis de voir que vous aimez qu'est-ce qu'on fait. Ça nous donne juste le goût d'en faire encore plus. D'ailleurs, si jamais vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. C'est un petit clic, vous allez être au courant des dernières vidéos qu'on sort. Et également, c'est toujours très agréable de voir que vous nous écoutiez. Alors, ça fait le tour de ma vidéo, mais avant de continuer, je tiens à faire une petite mention, d'un événement qui va bientôt arriver. Et là, au début du mois d'octobre, devrait se tenir la 3e édition du Delirium ludique. Alors, le Delirium ludique, c'est quoi? Eh bien, c'est un événement qui, malheureusement, à cause de la pandémie, n'a pas eu lieu l'an dernier. Et là, cette année, il va y avoir, en théorie, encore une fois, selon les directives de la santé publique, mais il devrait y avoir la 3e édition. Et c'est un événement qui se passe à Saint-Augustin-de-Desmaures, donc tout près de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment une occasion intéressante parce que ça permet à plusieurs personnes de venir de l'extérieur parce que lors de l'événement, il offre également l'hébergement et un service de traiteur, donc la nourriture en cafétéria là-bas. Donc, ça permet en sorte que même si vous venez de l'extérieur, vous avez un endroit où loger, vous pourrez rester pour un week-end de jeu. Donc, pour ma part, je vais y être avec mon collègue JP et ça va être vraiment super de pouvoir justement partager des parties avec JP. Encore une fois, on se voit pas très très souvent, mais je vous invite à aller rapidement voir sur le site du Delirium. Les inscriptions commencent, je pense qu'ils sont commencées, viennent de commencer. Les places sont très limitées. Bien entendu, à cause de la santé publique, on est limité dans le nombre de personnes qu'il va y avoir à l'événement. Donc, gênez-vous pas d'aller réserver votre place. Et si jamais vous venez au Delirium ludique, vous avez une obligation, celle de me trouver à un moment donné puis de venir me dire un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de pouvoir jaser avec vous, peut-être même de partager une partie avec vous ou de vous expliquer un jeu de votre choix qui va donner. Ça va me faire plaisir parce que moi, ce que j'aime de ces événements-là, c'est d'ailleurs le premier gros événement qu'il y aurait depuis un bon bout de temps. J'ai tellement hâte parce que je carbure tellement avec ce genre d'événement-là. J'arrive là-bas puis c'est comme si on est une belle grande famille, hein, parce que il y a bien des gens qui me disent des fois, ah mais tu sais, j'irai pas là-bas, je suis tout seul. Ouais, pis t'es là avec 249 autres personnes qui partagent la même passion que toi et c'est certain qu'au départ on peut sembler un peu intimidé mais le monde sont tellement gentils là-bas, c'est tellement le fun. Moi je fais le tour, j'aime ça parler avec un peu tout le monde et pour moi c'est autant même plus pour les gens que pour les jeux que j'y suis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont y aller pour essayer une tonne de jeux et c'est parfait comme ça. Mais moi, j'ai vraiment le plaisir de faire ces conventions-là pour justement interagir avec le monde, de pouvoir jaser avec tout le monde. Et gênez-vous pas de venir me dire un petit bonjour, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Donc, ça fait le tour un peu de ma vidéo, là. Je pense que c'est assez. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!
Non, non, je suis sérieux. Allez vous inscrire au Delirium. Ça va être cool.